Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va parler du travail. Alors le travail, c'est vraiment un sujet bateau. En fait, il y a beaucoup de politiques qui disent qu'il faut parler du travail, que le travail, c'est très important. Mais souvent, ils vont en parler que sur un mode compassionnel, voire sur un mode de devoir moral. Genre, il faut travailler plus, il faut travailler davantage, travailler plus longtemps tout au long de la vie. Et à gauche, à la limite, on va dire qu'il faut travailler moins. Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est pourquoi le travail nous met si cher. C'est-à-dire nous met si cher physiquement et psychologiquement. Parce que oui, en fait, la situation s'est vraiment dégradée en France, notamment pour ce qui concerne la santé et la mortalité des jeunes travailleuses et travailleurs, et puis aussi de tout le reste de la population. Il y a un sujet qui nous rend vraiment malade à Frustration Magazine, et vous l'avez peut-être déjà vu si vous nous lisez de temps en temps, ou si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est la façon dont la jeunesse est exposée à la mortalité au travail via des accidents. Donc en fait, rien que ce printemps, donc le 17 avril dernier, on a eu un adolescent de 15 ans qui est mort durant un stage d'observation qui se déroulait dans une entreprise de BTP. C'était quelqu'un qui était scolarisé en lycée professionnel et il a été mis au volant d'un chariot élévateur dont il a perdu le contrôle. Quelques jours plus tard, on apprenait qu'un jeune homme de 22 ans était mort dans une usine Lustucru, vraiment dans des circonstances atroces. Et le lendemain, c'était un adolescent de 16 ans qui était gravement blessé par une poutre en béton durant un stage. Et l'année dernière aussi, ces décès se sont multipliés. En fait, au total, depuis 2020, on a 420 apprentis, stagiaires et salariés de moins de 25 ans qui sont décédés au travail. Ce chiffre, il est affolant. Il faut savoir que rien qu'en 2019, donc ça c'est les données qu'on a pu trouver, il y avait 10 000 apprentis qui ont connu un accident du travail, sachant que depuis il y a beaucoup plus d'apprentis. En Suisse, où c'est mesuré, on estime que les apprentis ont un risque d'accident du travail qui est 50% plus élevé que les autres travailleurs. En fait, ce qui est assez fou, c'est comment, dans la France de Macron, on a banalisé le travail des enfants. Parce que oui, en fait, quand on n'est pas un majeur, on est un mineur. Et comment ça s'est passé ? Par une politique qui a été très populaire dans la classe politique et très peu remise en cause, c'est le développement de l'apprentissage. Donc l'apprentissage, vous savez sans doute, c'est un type de formation spécifique qui implique une grande présence sur le lieu de travail. Toute une partie de son année scolaire, en fait, on va travailler dès 15 ans. Et on le fait dans des centres de formation des apprentis. Et c'est une sorte de voie de formation qui est parallèle à une autre voie dite professionnelle, qui est celle des lycées professionnels, qui, elle, dépend d'éducation nationale et qui est, on va dire, la formation royale, historique pour toute une série de métiers. Mais en fait, sous Macron, a été développé l'apprentissage, donc en particulier via la loi de 2018 qui s'appelait ironiquement « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Cette loi de 2018, elle a libéralisé l'apprentissage, c'est-à-dire que concrètement, elle l'a encouragé, elle l'a financé, c'est-à-dire que pendant des années, en fait, l'apprenti était payé par l'État, par le contribuable. C'est une des politiques les plus chères du quinquennat Macron, des deux quinquennats, puisque ça a coûté vraiment des dizaines de milliards d'euros. Il y a eu énormément de fraude, ça c'est la Cour des comptes qui est en train de le révéler cette semaine. Et puis surtout, ça a fait une main-d'œuvre gratuite, jeune, gratuite, corvéable à merci, et dans des mauvaises conditions. Parce qu'en fait, quand vous faites passer l'apprentissage, donc on est passé à maintenant 1 million d'apprentis en France en moins de 10 ans, en fait, vous le faites mal, et c'est ce qui s'est passé, puisque parallèlement à ça, cette loi, elle a aussi libéralisé pour les entreprises la possibilité de faire leur propre centre formation des apprentis, leur propre CFA. Donc concrètement, on a un CFA qui est le CFA de L'Oréal, d'une entreprise comme Accor, d'un groupe hôtelier, de Korian, etc. Sodexo aussi a ouvert son propre CFA. Et déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'apprentissage, c'est pas quelque chose qui augmente votre liberté de choisir votre avenir professionnel, comme le disait la loi. Au contraire, ça la resserre. Et particulièrement quand vous êtes formé dans un CFA privé qui est financé par une ou quelques entreprises qui vont avoir intérêt à financer une main-d'œuvre directement calibrée pour ses propres besoins et ses propres besoins ponctuels. Donc en plus, votre employabilité sur le long terme n'est pas assurée. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que globalement, les conditions d'accueil de ces apprentis ont été de plus en plus mauvaises. Donc notamment, on a une étude d'il y a quelques années de l'Observatoire de l'alternance qui nous dit que donc là, sur tous les alternants, pas seulement les apprentis, 27% des alternants sondés déclarent ne pas avoir eu de tuteur pendant leur contrat de travail, ce qui est totalement illégal, et seuls 40% des entreprises sondées déclarent former leur tuteur. C'est une proportion qui chute à 28% dans le commerce. Donc en fait, on a
notamment sur le plan des accidents du travail, une mortalité et des accidents qui vont toucher les gens souvent dans leur première année, soit de stage, soit d'emploi. C'est-à-dire que vraiment, les jeunes sont vus de plus en plus comme une main-d'œuvre corvéable à merci, parce qu'elle ne coûte rien. Alors, elle coûte un peu plus depuis quelques années. En fait, l'État finance moins les apprentis, parce qu'en fait, c'était une gabegie financière pas possible. Mais il n'empêche que, bah voilà, quand vous faites des gens un produit peu cher, eh ben, faut pas s'étonner qu'ils soient maltraités. Et pourquoi tout le monde s'en fout, en fait pourquoi on n'en entend pas parler? Pourquoi il n'y a pas des minutes de silence à l'Assemblée nationale quand vous avez un apprenti qui meurt? Bah, je pense que ça tient beaucoup à l'origine sociale, voilà, à l'univers social des apprentis en France, hein. Donc les chiffres de l'éducation nationale, c'est que les jeunes d'origine défavorisée, donc selon l'éducation nationale, c'est 37% de l'ensemble des élèves entrés en CP en 2011. Et ensuite, ils sont 66% parmi les jeunes qui s'orientent vers un CAP. Sous statut scolaire et 56% parmi ceux qui s'orientent vers un CAP en apprentissage. Donc en fait, la jeunesse qui est exposée aux accidents du travail dans le cadre d'un apprentissage, c'est bien la jeunesse populaire. Et vraiment, c'est important de voir que le travail des enfants, c'est pas simplement un problème d'exploitation patronale, enfin c'en est un principalement, mais c'est aussi ce que beaucoup appellent de plus en plus de l'adultisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des jeunes, vous pouvez mal leur parler, vous pouvez mal leur traiter, parce qu'en fait, c'est pas des majeurs, ils ont pas les mêmes droits que vous pouvez les prendre de haut, et c'est des gens qui vont beaucoup plus difficilement pouvoir dire non à leur employeur en raison de leur statut, qui ne leur donne quasi aucun droit. Et on va voir que la santé au travail, c'est la possibilité de pouvoir dire non. En fait, il se trouve que le problème de la mortalité au travail en France, ça concerne pas que la jeunesse, même si on a vu qu'elle était particulièrement touchée. En fait, c'est un vrai problème de société. Là encore, hein, où sont les gros titres? Où sont les émissions de débat? Il y en a en général très peu. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être invité à une émission spéciale sur le travail sur une chaîne publique, et en fait, elle a été annulée la veille, parce qu'en fait, il y avait des sujets plus importants. Donc, beaucoup de journalistes se disent « faut en parler, faut en parler ». C'est comme les politiques qui disent « faut en parler, mais quand il s'agit de vraiment en parler, il n'y a plus personne, et pourtant il y aurait matière à en parler puisque la France est le pays d'Europe où la mortalité au travail est la plus forte. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qu'il faut avoir en tête. C'est Eurostat qui nous le dit, c'était vrai en 2022, c'était vrai en 2023, ça est toujours en 2024. La moyenne européenne, c'est 1,63 accidents mortels pour 100 000 travailleurs, et le taux d'incidence est de 3,6 en France. Alors il y en a qui vont dire oui, les méthodes de calcul sont pas les mêmes parce que ça ne prend pas en compte les accidents de trajet dans tous les pays. Ce qui est vrai, c'est qu'en France, on est un pays qui est en plus touché par un terrible phénomène de sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de maladies professionnelles qui ne sont pas reconnues comme telles, notamment l'exposition à tout un tas de polluants chimiques. Donc en fait, nos chiffres de la mort au travail sont probablement très sous-estimés. En 2024, donc on compte 1297 décès directement liés au travail, reconnus comme tels via des maladies professionnelles ou des accidents du travail. Et ce qui est en augmentation principalement là-dedans, c'est les accidents du travail mortels. On l'a déjà dit, les jeunes là-dedans sont les plus exposés. Alors, maintenant qu'on a dit ça, d'où ça vient ? En fait, d'où ça vient? Bah, on tient les coupables. On tient les coupables de ce qu'on peut appeler des crimes sociaux. Ça, c'est une expression qui a été forgée par Friedrich Engels dans la première moitié du 19e siècle. Donc, les crimes sociaux, pour lui, c'est ces crimes qui conduisent à des morts prématurées, hein, de masse, où il y a des responsables liés à un fonctionnement social, liés à un mode de production capitaliste. Mais les crimes sociaux ne vont pas être jugés comme des crimes ordinaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller retrouver les coupables et on ne va pas les mettre devant des tribunaux. Et pourtant, il y a des coupables de l'augmentation de la mortalité au travail en France. Les coupables, c'est celles et ceux qui ont pris les décisions qui ont affaibli notamment nos protections collectives. Et puis c'est évidemment le patronat qui ne fait rien alors qu'il sait l'étendue de la situation. Et le patronat qui est le plus coupable, c'est le patronat du BTP, hein, du secteur du bâtiment notamment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Comment ça se fait qu'on peut mourir au travail alors même qu'il y a des technologies qui ont progressé, alors même qu'il y a des sites industriels qui sont beaucoup mieux équipés, des entrepôts qui vont avoir possibilité d'avoir des technologies qui peuvent empêcher des accidents, qu'il existe du matériel de sécurité, etc. En fait, je pense qu'il faut voir plus loin. Enfin, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est aussi toutes les études qui le montrent. C'est quelle est notre capacité en tant que travailleuse, en tant que travailleur, à pouvoir dire non, à pouvoir résister à un ordre dangereux, à pouvoir éviter de se mettre en danger.
Bah, ça va beaucoup dépendre des conditions dans lesquelles on vous fait travailler, c'est-à-dire ce qui est demandé de nous en un certain temps. Donc on avait récemment par exemple un ouvrier du BTP qui témoignait dans Frustration Magazine que dans certains types de chantiers, notamment la construction pavillonnaire, les délais sont très serrés. Donc en fait la pression pèse sur les ouvriers pour qu'ils fassent le travail le plus vite possible. Et si on vous demande de faire le plus vite possible, votre matériel de sécurité, vous n'avez peut-être pas le temps de l'enfiler, vous n'avez peut-être pas le temps de faire les choses selon les règles. Donc en fait, il y a évidemment l'intensification du travail qui est liée à une intensification des demandes qui sont faites aux salariés, etc. Mais il y a aussi le droit du travail qui est affaibli et les protections collectives qui sont affaiblies. C'est-à-dire que concrètement, est-ce que je peux dire non ? Si tout un tas de législations, et c'est le cas ces 10 dernières années, ont facilité les licenciements, on fait en sorte que si je me fais licencier pour des causes injustes, en fait, les indemnités du patron vont être plafonnées de toute façon, donc ils risquent pas grand-chose. Ça, c'est les ordonnances travail Macron de 2017. Eh bien, en fait, vous allez pas pouvoir dire non, parce qu'en fait, vous allez avoir trop peur de perdre votre poste. C'est ça, la santé au travail, et c'est ça, le fait de vivre ou de mourir. Ça peut tenir aussi à notre capacité à pouvoir se départir d'une situation, à pouvoir la quitter. Donc, il y a moins de syndicats. Ça n'a échappé à personne. Il y a aussi des petites entreprises qui sont moins protectrices. Et ça, c'est très important quand on a le mythe de la petite entreprise familiale où on s'entend mieux. Il faut savoir que les petites entreprises sont aussi plus accidentogènes. La santé au travail y est moins protégée parce que vous n'avez pas de représentants du personnel dans les entreprises de moins de 11 salariés. Globalement, on commence à avoir des représentants du personnel qui ont des moyens à partir de 50 salariés. Donc souvent, on se réjouit que la France soit un pays de petites entreprises, ce qui, statistiquement, on l'a déjà montré à plusieurs reprises, n'est pas tout à fait le cas. Mais en fait, surtout, petites entreprises, et particulièrement dans un secteur comme le BTP, ça vous expose en fait davantage que dans une grande, où vous allez avoir une représentation syndicale, vous allez avoir une représentation du personnel, etc. Et puis il y a des statuts, tout simplement, qui vous exposent, alors là encore davantage, et je pense notamment au statut d'auto-entrepreneur. C'est pour ça que la santé au travail, notamment des livreurs, notamment des chauffeurs Uber, elle est déplorable, qu'on a vraiment mis en place une sorte d'esclavage moderne. Et ça, qui l'a mis en place? C'est Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Vous vous souvenez sans doute du scandale des Uber Files. C'était ces fichiers qui montraient les liens entre Emmanuel Macron, ministre de l'économie, candidat à la présidentielle, et l'entreprise Uber pour forcer la législation sur l'auto-entreprise en France. Voilà, ça c'est une décision qui a été prise et les conséquences maintenant, on les mesure. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été extrêmement appauvris et qui sont extrêmement exposés à des accidents du travail. Accidents du travail qui, soit dit en passant, ne sont pas mesurés parce qu'on a affaire à des auto-entrepreneurs et pas à des salariés. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'affaiblissement de l'inspection du travail. L'inspection du travail, c'est finalement la seule autorité administrative extérieure qui peut arriver dans une entreprise et dire « écoutez, ça suffit, vous êtes sommé de mettre en place tel équipement de sécurité ». Un inspecteur du travail en France, il gère 10 000 salariés en moyenne. Donc imaginez sa réactivité. Et c'est pareil pour la médecine du travail. Globalement, il y a moins de visites médicales depuis la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est une loi votée par les socialistes en 2016. Donc tous ces gens-là sont responsables de la situation. Et il faut savoir que de toute façon, la santé au travail et la lutte contre la mortalité au travail, c'est une lutte des classes. C'est une lutte des classes, c'est-à-dire que le patronat n'a pas intérêt à prendre soin de notre santé. Pour lui, on est suffisamment nombreux pour pouvoir se succéder. Les morts sont traités comme des choses tristes qui arrivent, mais la lutte pour que la mort au travail, la santé au travail, ça soit une responsabilité patronale, ça a été déjà une lutte qui a duré un siècle au début de l'industrialisation. Et puis ensuite, ça a été un combat pour que les entreprises accordent de l'argent à la question de la santé. Et là, j'ai un témoignage que je trouve vraiment intéressant. C'est un livre que j'ai reçu des éditions textuelles qui s'appelle Vigilance, le travail sous tension. En fait, c'est un livre qui porte sur la revue interne du groupe EDF, donc qui a été distribué gratuitement à ses salariés des années 50 aux années 2000. Et en fait, c'est hyper intéressant. C'était une revue dont les couvertures sont assez magnifiques, qui embauchait vraiment des rédacteurs, des photographes. Donc encore une fois, on donnait des moyens, y compris esthétiques, pour montrer comment utiliser les équipements de sécurité, etc., etc. Et cette revue, elle montre vraiment à quel point on prenait au sérieux la santé au travail dans un groupe EDF qui, en fait, était l'assemblage d'énormément de petites entreprises, puisque l'électricité était privée avant d'avoir été nationalisée dans l'après-guerre. Donc un groupe où les syndicats étaient forts, qui était un grand groupe, où on prenait la santé au sérieux, et où, en fait, il y a eu une politique active de lutte contre la mortalité au travail qui a fonctionné. Donc cette revue en est le symbole, mais pas que, en fait.
c'est des procédures, c'est des équipements, c'est tout un tas de moyens qui sont développés, y compris en interrogeant les salariés sur leurs besoins, enfin les agents, pour pouvoir trouver des solutions vraiment adaptées. Donc une santé au travail qui est fait, en fait, notamment en prenant en compte ce que les premiers concernés ont à en dire. Actuellement, la santé au travail dans les entreprises, c'est confié à des cabinets privés qui se gavent, des cabinets de consultants, de coachs RH, etc., qui vont vraiment faire des procédures de l'extérieur, en parlant aux gens comme si c'était des élèves, et en ne prenant en aucun cas en compte leurs remarques. Donc on se retrouve parfois avec des équipements de sécurité qui ne sont pas adaptés à la réalité du terrain, et puis surtout aux contraintes dans lesquelles on vous demande de faire votre travail. Donc en fait, la mortalité au travail, c'est un choix politique. Et actuellement, notre classe politique et notre classe patronale, elles ont choisi la mortalité au travail. Elles ont choisi ce chiffre absolument honteux, qui en fait n'est pas honteux, puisque pour l'instant, les médias n'en parlent pas tellement la réalité du travail, c'est quelque chose qui leur est loin et qui les indiffère complètement pour des raisons de classe. Mais maintenant, on nous fait le coup de la panique bourgeoise sur l'explosion des arrêts maladie. Donc en fait, c'est ça leur réponse. C'est-à-dire que vous avez le pays le plus accidentogène d'Europe, et qu'est-ce qui alarme nos élites politiques et médiatiques? C'est l'augmentation des arrêts maladie. Donc là, en fait, déjà, il faut parler des sources, c'est-à-dire le plus souvent, ces études sur l'explosion des arrêts maladie, elles viennent d'assurances ou de complémentaires santé. Donc en fait, qui ont aussi intérêt à parler de ces sujets-là. Les données, elles sont souvent un peu spectaculaires, mais en réalité, elles ont des explications. Donc notamment, on nous dit que il y a beaucoup plus d'arrêts qu'avant la période Covid. La période des Covid, évidemment, a fait exploser en moyenne le nombre d'arrêts maladie. On sait évidemment pourquoi. À l'époque, on nous disait de le faire, et maintenant, on nous culpabilise en faisant des statistiques alarmistes. Mais il y a aussi des arrêts qui explosent, ou en tout cas qui augmentent, en raison de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on a tout simplement plus de seniors au travail, et les seniors, en moyenne, ils connaissent beaucoup plus de pathologies. Et ça, c'est l'économiste Nicolas da Silva qui nous dit que, à peu près 60% de la hausse des arrêts maladie, elle est liée aux effets logiques de l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et ça, c'est dit dans à peu près aucun article. Il y aurait vraiment quelque chose à dire d'ailleurs sur la couverture média de ces arrêts. Là, je voyais un reportage et un article de RMC. Donc RMC, c'est vraiment la radio de la petite bourgeoisie paniquée, mais qui malheureusement est écoutée par beaucoup de monde. Il nous parlait d'arrêt maladie en donnant un seul témoignage, figurez-vous. Pas quelqu'un qui a déjà eu un arrêt maladie, mais une patronne, tout simplement, Virginie, qui nous explique à quel point c'est ennuyeux pour elle, à quel point ça la rend malade elle-même, à quel point c'est insupportable, à quel point on va faire couler les petites entreprises qui, décidément, ont toujours bon dos dès qu'il s'agit de cracher sur les salariés. Et en fait, dans le même reportage, vous avez aucun témoignage de salariés qui a connu des arrêts maladie. Pourtant, il n'en manque pas, puisqu'apparemment, ils explosent. Mais bref, ça, vous voyez, c'est la couverture médiatique auquel on a droit sur ce sujet. Et pourtant, l'augmentation des arrêts maladie, elle a des explications, et elles nous disent beaucoup. Et en fait, en réalité, ceux qui devraient se sentir hyper mal de cette hausse des arrêts maladie, c'est pas les salariés, c'est les patrons. Et c'est le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord, commençons par le gouvernement. Le gouvernement qui, soit dit en passant, ne cesse de parler d'absentéisme. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Les médias aussi, ils parlent d'absentéisme. Vous voyez un peu l'usage des termes, comment il peut être trompeur. Pour parler d'une augmentation des arrêts maladie au travail, on nous parle d'absentéisme, qui est un terme en fait qui est connoté. C'est un terme scolaire qui est utilisé dans le monde éducatif, et surtout qui donne l'impression qu'en fait le problème c'est l'absence et c'est pas la maladie. Donc vous voyez, en fait, quand vous dites absentéisme, l'angle direct, il est patronal. C'est-à-dire que le patron, lui, ce qu'il voit, c'est l'absence. Le salarié, lui, ce qu'il voit, c'est sa maladie. Mais en fait, la maladie, on n'en parle pas. Et pourtant, il y aurait des choses à dire sur les maladies dont on est victime et qui font que les arrêts de longue durée, puisque c'est ceux-là qui apparemment augmentent le plus, selon la dernière étude, par exemple, c'était celle de Malakoff-Médéric, qui n'est pas un institut de philanthropie ni un syndicat, mais un assureur. Et bien, en fait, on nous dit que les arrêts maladie de longue durée augmentent. Pour ça, il y a des raisons, notamment une réalité que visiblement le gouvernement ne veut pas voir parce qu'il contribue largement à cet état de fait, c'est l'augmentation des cancers, et notamment des cancers pour les moins de 50 ans, au point que certains médecins parlent d'une épidémie de cancer en France. Eh bien effectivement, le cancer est une épidémie. Ce sont des milliers de scientifiques et de médecins qui l'ont appelé comme ça. Pourquoi ? Parce que son incidence augmente dans toutes les catégories de population. Donc le risque de cancer augmente, peu importe l'âge des personnes. Et Emmanuel Macron, quand il y a eu le Covid, a dit, quand il y a une épidémie, on doit
prendre des décisions politiques fortes. Cette année, le cancer a été déclaré par la science comme une épidémie. Non seulement on attend les décisions politiques fortes pour enrayer cette épidémie, mais en plus on doit subir des lois qui l'aggravent. Et que la France est un des pays les plus exposés au monde à cette épidémie de cancer. Et ça, on sait pourquoi, hein. Ça vient de notre système agroalimentaire, ça vient de nos pesticides, ça vient aussi de notre alimentation. Et ça, les gouvernements successifs, et en particulier celui de Macron, qui est complètement vendu à l'agro-industrie, a complètement contribué à nous y exposer. Et ça, c'est une bombe à retardement, mais même c'est une bombe actuelle qui produit évidemment des arrêts maladie de longue durée, bien sûr. Et puis, il y a autre chose, c'est la question des Covid longs, qui est un sujet qui a été complètement mis de côté. Et pourtant, vous avez beaucoup de gens qui souffrent de Covid long, c'est-à-dire en fait dont le Covid ne s'est pas résorbé et a créé notamment tout un tas de symptômes neurologiques, musculaires, etc., avec d'immenses fatigues chroniques. Ces gens-là, maintenant, l'assurance maladie leur met la pression, leur retire énormément de revenus, parce qu'en fait, leurs arrêts ont soi-disant trop duré. Pour autant, personne n'a de réponse satisfaisante à leur apporter. Donc ça aussi, c'est un effet de cette pandémie de Covid dont plus personne ne parle et on fait comme si ça n'avait pas existé, comme si les arrêts de 2020, 2021, 2022 étaient de notre fait et de notre culpabilité. Mais ouais, ça, c'est un fait important. Puis il y a un autre fait important, et là, on est au cœur du problème, c'est la question de la santé mentale. C'est-à-dire qu'en fait, tous les indicateurs de dégradation de la santé mentale de la population française sont là, et évidemment que le travail joue un rôle fondamental. Les arrêts maladie liés à des problèmes de santé mentale au travail, c'est concrètement pas des arrêts de confort comme la plupart des politiques et des médias ont l'air d'en parler. Vous en connaissez sans doute autour de vous. Moi, les arrêts maladie pour santé mentale que j'ai pu avoir, c'est des gens qui se sont fait hurler dessus par leur chef, qui ont craqué, qui ont pleuré devant tous leurs collègues, c'est-à-dire concrètement qui sont traumatisés, qui ne peuvent plus revenir sur le lieu de travail, qui parfois souffrent de stress post-traumatique. Parce qu'en fait, c'est ça dans lequel le management contemporain nous plonge. Et ces arrêts maladie de longue durée, pour santé mentale, faut rappeler aussi qu'ils sont prescrits. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on s'offre. Ils sont prescrits avec des médecins qui sont de plus en plus fliqués par l'assurance maladie. Et le grand projet du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être fliqués par le patronat lui-même qui demanderait des contre-visites, etc., qui se mêlerait en fait de la santé de ses salariés directement en mettant en doute des diagnostics et en ayant connaissance de ces diagnostics-là, ce qui serait vraiment une énorme régression. J'en profite pour dire que il faut être logique. Les gouvernements successifs, ceux d'Emmanuel Macron, ont considérablement durci la législation sur les arrêts maladie. Donc concrètement, ils ont rajouté un jour de carence en fonction publique. Concrètement, ils ont plafonné les indemnités, ce qui fait qu'à plein de niveaux de rémunération, maintenant, vous touchez moins. Maintenant, il est même plus possible, on est obligé de se faire, on ne peut pas avoir plus d'1 mois d'arrêt maladie. Il y a des contrôles qui sont multipliés. Il y a des campagnes de culpabilisation permanente des malades. Est-ce que vous pensez vraiment que dans ce cas-là, ça serait logique que les arrêts dits de confort ou abusifs augmentent? Non, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, si non seulement, alors même que vous avez une législation de plus en plus tendue, vous avez de plus en plus de gens qui ont des arrêts maladie, devinez pourquoi, c'est qu'ils sont de plus en plus malades. Et ça, cette réalité, il faut la regarder en face. Et c'est pas notre ministre du Travail actuel, là, qui s'appelle Jean-Pierre Farandou. Jean-Pierre Farandou, c'est l'ancien PDG de la SNCF. SNCF, qui est une entreprise où vous avez énormément de suicides en ce moment. Juste pour indiquer ça. Et Jean-Pierre Farandou, à l'époque, il a été salué par les partis de gauche et par une partie des syndicats comme étant quelqu'un d'ouvert sur le dialogue, etc., etc. Et bien lui, face à cette explosion d'arrêt maladie, ce qu'il préconise, c'est la mise en place d'un bouton d'urgence, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise aurait trop d'arrêt maladie, eh bien il y aurait des contrôles qui seraient faits, devinez quoi, sur les malades en fait, et pas sur l'entreprise. Alors qu'à la base, en fait, une entreprise qui a un taux d'arrêt maladie important, eh bien nous, quand je travaillais pour les comités socio-économiques, on leur demandait d'avoir accès à cette information. Et une entreprise qui a un taux d'arrêt maladie trop important, c'est une entreprise qu'on doit signaler à l'inspection du travail, auquel les syndicats doivent s'intéresser, auquel les autorités doivent s'intéresser, parce que ça veut dire que quelque chose ne va pas du côté des salariés, mais du côté du management, du côté du patronat. Et concrètement, soyons réalistes, hein. Ce que eux en fait appellent arrêt de confort ou arrêt abusif, en fait c'est des arrêts d'épuisement, c'est des arrêts de résistance. En fait c'est la seule arme dans une entreprise où vous avez plus de syndicats,
vous n'avez pas de représentant du personnel, où on a divisé les gens au point que vous pouvez compter sur personne, l'arrêt maladie, oui, c'est la seule chose qui va vous permettre de reconstituer un minimum votre estime de vous, qui a été complètement laminée, et de ne pas passer à des solutions qui soient pires. Donc en fait, en attaquant l'arrêt maladie, on attaque aussi les conditions à court terme de survie de tout un tas de gens que le management contemporain a broyé et qu'il continue de broyer et qu'il va continuer de broyer. Alors, comment on change ça et comment on change ça pour de bon? En fait, la question, elle est trop peu posée. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir deux choses qui vont s'opposer. À droite, ça va être la fuite en avant. Et en fait, c'est une fuite en avant qui est en train de devenir une fuite en avant autoritaire. Une fuite en avant qui veut augmenter la surveillance, qui veut réduire les marges de manœuvre, le peu de marge de manœuvre dont on dispose encore. Donc actuellement, le rêve du patronat, par exemple, et c'est déjà le cas, ça a déjà été mis en place très récemment par les macronistes, c'est de faire en sorte que ça soit beaucoup plus difficile d'avoir le chômage. De toute façon, c'est le cas, le chômage rémunère beaucoup moins qu'avant. Alors maintenant, il est même beaucoup plus difficile d'accès quand vous faites une rupture conventionnelle qui, soit dit en passant, était à la base une mesure sarkozyste, qui visait à donner au patronat plus de marge de manœuvre pour se séparer des gens, pour les licencier. En fait, petit à petit, c'est devenu une mesure de survie pour des gens qui avaient besoin de quitter leur travail et qui, dans ces cas-là, pouvaient disposer du chômage. En fait, maintenant, maintenant, ce n'est plus possible. En tout cas, ça a été considérablement compliqué. Vous voyez, il y a cette ambiance autoritaire qui vise en fait à visser tout le monde à son poste de travail, à faire en sorte que ce soit beaucoup moins possible de se reconvertir, beaucoup moins possible de faire autre chose. Il faut voir que le patronat français, et toute une partie du patronat international, ils ont un peu joué le wokisme dans les années 2010. Ils mettaient des drapeaux LGBT, ils ont nommé des Chief Happiness Managers. Alors on sait que derrière cette ambiance, en fait, il y avait quelque chose de très oppressant. Mais maintenant, ils sont plus du tout là-dedans. Ils sont là, vous savez quoi, en fait, on va exploiter les gens et on va les exploiter bien. Parce qu'en fait, après le petit relâchement auquel on a assisté dans les années 2020, petit relâchement qui a été lié quand même à une pandémie mondiale. Je dis petit relâchement, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ont été arrêtés pendant des mois, en fait, ils ont compris que peut-être que c'était pas la peine de se tuer comme ça. Je pense notamment aux salariés de la restauration. Il y en a beaucoup qui ont remis en cause leur choix de vie, ou en tout cas le peu de choix dont ils disposaient justement. Il y a beaucoup de gens qui en fait se sont mis à être en télétravail et à se dire que le rythme d'une journée il pouvait être différent. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Les grèves qu'il y a eu aussi, les différents mouvements sociaux quand même qui ont été importants ces dernières années, alors moins au niveau national qu'au niveau local, ça aussi, ça a mis en colère le patronat français. Donc en fait, là, il est dans un tournant autoritaire, il faut vraiment en avoir conscience. Et ce tournant autoritaire, il produit des effets qui malheureusement vont pas dans notre sens si on fait rien. C'est-à-dire que récemment, il y a une étude d'HEC, par exemple, qui a montré que, en fait, par exemple, les votants RN et les votants FI, c'était le plus souvent c'était des salariés, et c'est des salariés qui vivent quelque chose qui est similaire, qui sont en désaccord avec leur direction. Par contre, ce qui différencie le salarié FI du salarié RN, c'est que le salarié FI, il peut compter sur ses collègues. Le salarié RN, il les déteste aussi. Donc en fait, si on continue à se laisser diviser comme ça, si on se continue à se laisser malmener, en fait, on crée cette ambiance fasciste au travail où on peut compter sur personne, où l'homme est un loup pour l'homme, etc., etc. Donc en fait, même sur les effets au sens plus large, sur la société en général, le travail c'est essentiel. On y passe toute une partie de notre journée, donc c'est pas un terrain qu'on peut négliger. Et je dis ça parce qu'en fait, les politiques, ils en parlent peu, ou alors ils en parlent sur un mode dégradé. J'ai dit, donc la droite, ce qu'ils veulent, c'est durcir tout. Et puis la gauche, quand ils en parlent, c'est quasiment uniquement sur le plan de la redistribution des richesses, c'est-à-dire sur l'aspect économique, sur l'aspect quantitatif. Et évidemment, c'est important, parce qu'actuellement, s'ajoute à tout ça le fait qu'avec la crise inflationniste actuelle, qu'il y en a eu une il y a 2 ans, et puis là ça repart, en fait, nos revenus réels liés au travail, ils font que diminuer. Et c'est particulièrement le cas dans la fonction publique, c'est particulièrement le cas dans le secteur associatif qui est en train de se faire laminer par des coupes budgétaires, ou dans le médico-social, mais aussi en général dans le secteur privé. Donc en fait, évidemment que c'est un énorme enjeu, évidemment que la base, c'est d'augmenter le SMIC. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette galère collective, de cet assujettissement qu'on vit tous et toutes sur nos lieux de travail, sur cette montée en hiérarchie, le fait qu'il y ait de plus en plus de petits chefs, c'est foisonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... maintenant, on a des échelons de N1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. C'est ça la vie, en fait. C'est aussi beaucoup moins d'autonomie au travail.
Et ce qui est très inquiétant aussi, c'est que ce que montrent les débuts de l'intelligence artificielle au travail, c'est qu'évidemment, ça crée énormément de licenciements. Donc en fait, on a le retour d'un énorme chômage de masse. À cet égard, le macronisme a complètement échoué dans ce qu'il nous disait qu'il allait faire, mais bon, on sait bien que ça n'a jamais été ça leur plan. Il n'y a que des médias mainstream qui sont suffisamment stupides pour gober cette histoire de lutte contre le chômage, puis ensuite ne pas revenir dessus une fois que le chômage a continué d'augmenter. Mais bon, c'est comme ça, on va pas les refaire, hein. Faut juste les détruire. Non, ce qui est l'IA, c'est non seulement la destruction de l'emploi, mais c'est aussi la déqualification et c'est aussi l'augmentation de la surveillance et la réduction de l'autonomie, quoi. Et en fait, quand on n'est pas autonome sur son poste de travail, franchement, la vie n'a plus de sens, quoi. Donc, voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que les choses empirent, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas pires à la base. L'exploitation au travail, c'est-à-dire le fait de se faire voler une partie de son travail, de ne pas en être maître comme citoyen, c'est-à-dire en disant à quoi va servir la production dans un monde en plein réchauffement climatique, par exemple, et de ne pas en être maître en tant que salarié, c'est-à-dire voilà comment je travaille, voilà comment j'ai envie de travailler, avec qui et comment j'ai envie qu'on me parle. C'est une violence fondamentale. Voilà. L'exploitation au travail, le travail sous système capitaliste, c'est une violence fondamentale. Point, barre. Et puis, vient s'ajouter à ça des violences supplémentaires, les violences physiques, les violences psychiques, qui vraiment se multiplient au travail. Donc il faut nommer cette réalité, il ne faut pas l'euphémiser. Faut arrêter aussi d'encenser tous les grands patrons, là, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il faut réhabiliter la haine du patronat. En fait, on en est là, je suis désolé, parce que là, il y a beaucoup trop d'amour pour eux, y compris à gauche. Donc faut arrêter de dire que Mathieu Pigasse, il est génial, que Olivier Legrain, il est génial, que les Dassault, c'est des grands capitaines d'industrie. Il faut sortir de ce délire-là, parce qu'en fait, ça contribue à armer nos adversaires plus qu'à nous armer nous, hein, parce que je veux dire, ils nous rendront rien parce que ils seront pas plus gentils avec nous parce qu'on dit que c'est des gens géniaux. Et puis plus pragmatiquement, avoir un discours offensif et pas un discours compassionnel. Et là, je parle vraiment pour les fans de François Ruffin. C'est plus possible d'avoir un homme politique qui utilise les travailleurs comme des tokens, qui ne peut pas s'empêcher de citer un métier, un prénom sur chacun de ses discours en disant que leur vie est très très dure. En fait, on n'a plus envie d'être considérés comme des victimes innocentes. Ce qu'il faut, c'est qu'on se réarme. Et pourquoi il faut se réarmer ? Parce qu'en fait, le travail, c'est tout ce qu'on a pour nous opposer au capital. Entre autres choses qu'on peut avoir, mais notamment, c'est quand même un énorme atout. Donc en fait, le lieu de travail, c'est un lieu de vie dans lequel il peut se passer beaucoup de choses et qui est assez stratégique de reprendre en main. Moi, je suis vraiment d'accord avec Frédéric Lordon quand, dans cet entretien sur le site hors-série, le média hors-série avec Jean-Luc Mélenchon, il dit que vraiment, le candidat qui parlera de ce qu'est la galère, ce qu'est la chienlit du travail à l'heure actuelle, ça sera vraiment le candidat qui va gagner. Je suis absolument d'accord avec lui. Je trouve que ce n'est pas encore assez fait et j'espère vraiment que la France Insoumise va s'en emparer, vraiment très urgemment. Mais ma réflexion, elle s'arrête pas là, et la réflexion de Frustration Magazine non plus. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, il a jamais suffi qu'il y ait un candidat de gauche qui gagne pour que le camp des travailleuses et des travailleurs et que la galère du travail ne soit plus celle-ci. En fait, historiquement, ce qui a toujours permis soit d'accompagner ce mouvement, soit de contraindre d'autres types de gouvernements d'ailleurs à prendre en compte nos intérêts, notamment notre santé, c'est bien une organisation collective. Et sur ce plan-là, le bilan, il est mauvais. Voilà, le bilan, il est mauvais. Les organisations syndicales, elles font ce qu'elles peuvent, mais au niveau national, et notamment sur tous les sujets que j'ai mentionnés jusqu'à présent, pourquoi on ne les entend pas tout le temps ? Sur la question de la mortalité des jeunes, par exemple, sur la question de la souffrance psychique. Comment ça se fait qu'elle ne monte pas toujours au créneau ? Comment ça se fait que dès qu'il y a une entreprise où on sait qu'il y a un cas de maltraitance, dès qu'il y a un jeune qui est mort, pourquoi il n'y a pas un rassemblement juste après ? Ça, parce qu'on manque d'organisation. Parce que peut-être que les organisations syndicales sont plus prévues pour faire ce dont je parle, en fait, ce qu'il faudrait faire. Ce pourquoi elles ont été conçues, soit dit en passant, au 19e siècle. Mais bon, de toute évidence, ça donne à changer. Alors prenons ça en compte et essayons de réunir sous une même bannière toutes ces initiatives qui foisonnent en ce moment et qui vraiment sont adaptées aussi à toute une nouvelle population qui constitue le salariat et le non-salariat, c'est-à-dire les indépendants, les auto-entrepreneurs, les chômeuses, les chômeurs, les gens qui se font harceler administrativement par ce qui était avant la sécurité sociale, mais qui devient de plus en plus vraiment des entreprises de déstabilisation des individus en échange de quelques deniers. Toutes ces personnes-là, en fait, qui sont orphelines d'une organisation collective, parce que, en fait, les syndicats, sous leur forme classique, peuvent être très focalisés sur un certain nombre de secteurs clés,
où ils sont encore forts, et puis sur un certain nombre de populations, on va dire, qui va être plus âgée dans les entreprises, qui va être plus mobilisée sur certains sujets, notamment de partage des richesses, de primes, d'avancement, de carrière, etc. Il faut continuer à le faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est une organisation collective forte dont le slogan pourrait être, franchement, tu n'es pas seul, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui peut te répondre, et à tout moment, il y a quelqu'un qui, dans l'entreprise d'à côté, dans le magasin d'à côté, sera là pour venir te voir, et ensemble, on pourra faire les choses, quoi. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas eu de création de nouveaux syndicats depuis les années 80. C'était la création de Solidaire, qui était un syndicat avec une ligne beaucoup plus radicale, mais honnêtement, qui tient pas ses promesses quand on voit... qui tient pas ses promesses au niveau national, hein, parce qu'au niveau local, moi, je connais un tas de militants solidaires qui font un taf incroyable, mais par contre, c'est un syndicat qui, au niveau national, participe comme les autres au dialogue social, signe les appels d'intersyndicales comme les autres, etc. Donc, en fait, il y a quand même un grand vide, quoi, et il y a urgence à le combler. Donc là, il y a deux solutions. Il y a une solution que de dire, on rejoint les syndicats existants et on essaie de changer les choses de l'intérieur. Et ça, bon courage, hein. Je pense qu'on est beaucoup à avoir tenté de le faire, moi compris. C'est vraiment pas évident, c'est des organisations qui sont vieilles, qui ont une inertie incroyable, qui se sont bureaucratisées. Ou alors, on crée quelque chose de nouveau qui est adapté à notre époque, qui est adapté à notre travail. Et franchement, on arrive à articuler à la fois la lutte pour notre santé, pour notre survie dans certains cas, pour le partage des richesses, comme on dit, ça d'un côté, et puis de l'autre, la lutte pour la fin du salariat et la fin de la division entre le capital et le travail. C'est-à-dire la fin du capitalisme, mais au sens où c'est quelque chose qui détruit en permanence le sens de ce qu'on fait et qui détruit en plus la planète en même temps, quoi. Donc en fait, il y a urgence et nous, il nous semble à Frustration Magazine que les organisations existantes, il y a peut-être plus grand-chose à en attendre. Les partis politiques, il y en a un qui est susceptible de gagner les élections à gauche et de changer la donne, mais tout seul, il ne changera pas la donne au travail s'il n'y a pas derrière une organisation collective massive qui peut faire en sorte que les éventuelles avancées qui l'ouvrent, derrière, il y a des gens qui s'en emparent. Je rappelle toujours, mais vous êtes sans doute beaucoup à le savoir, qu'en 1936, le Front populaire, donc cette alliance hétéroclite de partis de gauche qui a duré assez peu de temps, en fait, il s'est fait dépasser par sa gauche, par les ouvrières et les ouvriers qui occupaient les usines et qui faisaient une grève générale et qui ont obtenu finalement un accord encore plus favorable que le programme initial de ce Front populaire. Donc finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, tout en regardant, tout en participant à la campagne présidentielle qui va arriver l'année prochaine, mais de dès maintenant essayer de réfléchir à quelle structure collective on veut pour contraindre n'importe quel type de gouvernement et surtout contraindre notre patronat, un des pires patronats du monde, à lâcher du lest et à la fin à lâcher tout court. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura donné de l'énergie. C'est pour ça qu'on fait ça. Je voulais vous rappeler que Frustration Magazine est un magazine gratuit, sans publicité, sans gros mécènes, ni quoi que ce soit. Et en fait, on est financé intégralement par nos lectrices et nos lecteurs. Vous êtes 2500 à nous soutenir chaque mois. Vous donnez la somme de votre choix en échange de contrepartie. N'hésitez pas à les rejoindre parce que vraiment, merci beaucoup à celles et ceux qui le font. Et les autres, si vous aimez notre travail, si vous pensez qu'il est important, si vous voulez qu'on continue à le faire encore plus massivement, n'hésitez pas à les rejoindre. Merci beaucoup.